Puissante, c'est un podcast pour les femmes qui ont beaucoup donné, à leur travail, à leurs projets et aux autres. Des femmes qui avancent, qui portent, qui construisent et qui parfois sentent qu'il est temps de se reposer certaines questions. Comment continuer à rêver grand sans s'épuiser? Comment prendre soin de soi sans culpabiliser? Comment rester ambitieuse tout en étant à l'écoute de son corps, de son rythme et de ses besoins? Je m'appelle Nejma, je suis facialiste et à travers mon métier, j'ai compris une chose. Derrière chaque femme inspirante, il y a une histoire invisible, faite de doutes, de choix, de renoncements parfois et de beaucoup de travail intérieur. Bienvenue dans Puissante. Mona, je suis ravie de te recevoir dans Puissante. Moi aussi, trop contente d'être là. Moi aussi, vraiment. Je vais te présenter. J'ai préparé un petit texte, en fait, pour te présenter. Oh, trop mignon. Et je vais dire en quoi je te trouve puissante. Parce que tu fais vraiment partie des invités, pour le coup, que je connais, que je suis depuis un certain temps. Donc, contente de te recevoir et de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours, ta vision de la vie. Trop bien. Donc voilà comment je vais commencer. Alors, Mona, je suis vraiment honorée de te recevoir aujourd'hui dans Puissante. Surtout parce que ton parcours, il a une densité et une maturité qui forcent le respect. Et surtout parce que je te trouve profondément inspirante. T'as pas une réussite parfaite, d'ailleurs c'est ce que tu vantes et ce que tu mets en avant sur les réseaux, mais t'as quelque chose de beaucoup plus rare, une capacité à te relever, à rester vrai et à continuer à avancer dans la vie, même quand elle te met face au mur. Tu viens d'un parcours d'ingénieur et t'es passé par l'exigence du luxe chez Louis Vuitton, si je me trompe pas. Et à un moment, t'as fait un choix audacieux, t'as cofondé Rissap Paris, dont on va parler évidemment, avec une intuition forte que la mode, elle peut être à la fois désirable et responsable. Tu as beaucoup parlé d'upcycling comme terrain de création. Et tu avais une ambition claire qui était de bousculer les codes de la consommation textile. Et ça a vite pris. Il y a eu de l'élan, il y a eu de l'authenticité, de l'artisanal. Il y a eu beaucoup de visibilité. Et d'ailleurs, tu es même passé dans Qui veut être mon associé sur M6. Et il y avait une promesse de croissance pour cette boîte. Et puis la réalité a un peu tout rattrapé parce qu'il y a eu les difficultés, il y a eu des enjeux structurels et une fin un peu brutale avec la liquidation en 2024. Et c'est le genre d'épreuve qui pourrait casser. Et toi, tu as choisi vraiment d'en faire une force. Et je perçois vraiment chez toi une vraie résilience que je trouve puissante et une manière de traverser et de regarder l'échec vraiment en face, un peu sans filtre. Moi, j'ai l'habitude d'écouter tes podcasts et tu parles beaucoup, en fait, justement, de ces échecs, de la capacité à se relever, à se regarder en face et surtout à pas se laisser définir par l'échec. Et ça, je trouve que c'est assez rare. Enfin, c'est pas des discours, en tout cas, que j'entends chez des femmes entrepreneurs de ton âge, tu vois, parce que t'es très jeune. Et aujourd'hui, tu te réinventes, tu partages justement tes apprentissages, tu reconstruis un chemin qui est plus aligné, plus conscient et plus en phase avec toi, il me semble, et c'est inspirant. Ce que j'ai envie d'explorer avec toi, Mona, c'est ta zone de puissance, c'est d'où elle vient, comment tu la protèges et comment tu fais pour transformer une chute en point de bascule sans te trahir. Mona, bienvenue dans Puissante. Merci beaucoup. J'espère que c'est fidèle à... Oui, c'est fidèle et ça me touche beaucoup ta description. Bah, merci en tout cas. Quand je te dis femme puissante, qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Moi, ça me fait tout de suite écho en fait à ma lignée de femmes, tu vois, parce que j'ai toujours eu des exemples de femmes fortes, que ce soit ma grand-mère, ma mère. C'est des femmes qui ont accompli des choses et qui ont été hyper résilientes aussi dans leur parcours. Et du coup, je pense que c'est ce mindset-là aussi dont j'ai hérité. Ouais, en fait, c'est un bon point, je rebondis du coup, parce que je me demandais d'où ça devenait du coup, ce côté justement résiliente, envie d'avancer, avoir envie d'être profondément toi. Quel genre d'enfance t'as eu? Une enfance assez calme. J'ai grandi à Nantes. J'ai un grand frère. Mes deux parents étaient, tu vois, salariés. Une enfance assez tranquille, assez calme. J'étais une bonne élève. J'ai eu une enfance plutôt heureuse, en fait. Et qu'est-ce qui a caractérisé ton enfance? Est-ce qu'il y a des événements dans ton enfance qui font que t'es la personne que t'es aujourd'hui, des choses qui t'ont un peu marquée? En fait, je pense que très vite, je me suis challengée. Ok. Et très vite, j'ai voulu avoir plus que ce que j'avais. Et ça, c'est un truc que j'ai eu hyper jeune. Tu vois, par exemple, en troisième, je pense que ça a été le premier move que j'ai fait, où en troisième, ils sélectionnaient 10 personnes pour aller faire un Erasmus, mais tu vois, un Erasmus de collège, pour aller vivre en République tchèque. Et moi, en troisième, genre, j'avais 13 ans, tu vois, je suis partie habiter 6 mois en République tchèque toute seule. Ok. Dans une école internationale, tu vois. D'accord, Alors ça que t'a pas eu peur. Ouais, alors que je parlais pas anglais, tu sais, j'avais 13 piges. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je parlais avec ma meilleure copine de l'époque. Et tu vois, ma meilleure copine, elle me disait... au début, elle était en mode « Ouais, je suis trop chaude de le faire avec toi et tout. » Nous, on disait « On va y aller ensemble. » Et en fait, après, elle m'a dit « Ouais, finalement, je peux y aller, j'ai trop peur. » Et moi, je comprenais pas, tu vois, j'étais en mode... Ouais. Genre,
comment ça, t'as trop peur? C'est trop bien, on va partir. Je me suis rendu compte que j'avais moins peur que les autres sur certains trucs D'accord. et que j'avais envie de vivre des expériences, de me pousser. Et ce truc-là, de partir à l'étranger à 13 ans, alors que je parlais pas anglais, tu vois, le challenge, ça m'a tout de suite drivé et me faire sentir vivante, tu vois. Ouais, d'accord. Donc il y a eu ça, tu vois, ça a été le premier truc. Après, tu vois, tout le monde partait dans le lycée de quartier, tu vois. Et moi, j'ai dit non, je vais aller dans le meilleur lycée de la ville. Et j'ai tout fait pour aller dans le meilleur lycée de la ville, qui n'était pas mon lycée de secteur, Ok. où tu vois, je devais me taper 1 heure de transport tous les matins, mais en fait, je voulais avoir le meilleur truc. Et j'ai toujours fait des trucs qui étaient difficiles, même si, tu vois, ça me challengeait, parce qu'en fait, je suis arrivée dans le meilleur lycée de la ville. J'ai eu une énorme désillusion au début, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas. Enfin, dans mon collège de province, j'étais hyper forte. Et quand je suis arrivée dans le meilleur lycée, j'étais en mode trop nulle, tu vois. Et donc, ça me challengeait quand même, parce que j'étais en mode purée, en fait, je pourrais rester dans ma zone de confort et juste aller dans le lycée de secteur et continuer à être la meilleure élève. Bah non, je décide d'aller, tu vois, toujours hyper jeune, j'avais ce mindset de on va choisir l'option la plus difficile, en fait. Et ça, pour le coup, tu penses que c'est des choses qui te sont transmises, parce que tu parlais de ta mère et ta grand-mère, ou tu penses que t'es né comme ça? Tu vois, tu dis que t'as un frère. Est-ce que ton frère, il est comme ça? Moins que moi, je pense. Ok. On voit le côté positif parce que c'est courageux et tout. Après, je pense qu'il y a aussi un côté négatif de l'envie de prouver, l'envie de faire plus, peut-être d'être remarqué, tu vois, je sais pas. J'ai pas fait de psychanalyse encore, tu vois, mais je pense qu'il y a aussi un autre truc plus profond qui a été mon mécanisme. Enfin, j'ai fait tout ça pour avoir aussi un mécanisme peut-être un peu plus, tu vois, d'être vu, reconnu, aimé, tu vois. Besoin de reconnaissance. Besoin de reconnaissance. Après, je sais pas, en fait, pour moi, j'ai toujours eu ce mindset de me dire, bah, tu vois, mes 2 parents sont marocains. Ils sont venus à 18 ans du Maroc. Certes, ils sont salariés, mais en fait, ils ont entrepris leur vie, tu vois. Ils sont venus avec rien. Ils ont fait leurs études. Ils ont fondé une famille. Ils ont acheté une maison. Ils ont eu des postes. Ils ont réussi à entrer dans une classe supérieure de là où ils venaient, tu vois. Et moi, j'ai toujours été admirative de ça, de me dire, eux, ils avaient rien. Genre, moi, entre guillemets, j'ai tout parce qu'ils m'ont tout donné. Et je peux pas faire moins bien qu'eux. Tu vois. C'est vrai qu'on n'intellectualise pas tout de suite, tu vois, du pourquoi on est comme ça. Et c'est pour ça que je te pose ces questions-là. Mais que après, quand tu te racontes l'histoire, tu te dis, ouais, si je suis comme ça, c'est parce que voilà, j'ai vu mes parents faire ci, je me suis sentie comme ça. Est-ce que tu as tout de suite su ce que t'aimais faire? Parce que là, tu dis que t'aimais le challenge, etc. Mais est-ce qu'il y avait quand même des zones où tu te disais, là, j'ai envie d'aller, là, j'ai pas du tout envie d'aller Bah, moi, j'étais hyper créative quand j'étais petite. D'accord. Donc, je passais beaucoup de temps à dessiner, à imaginer des trucs. Tu vois, j'inventais mes propres jeux. Et en fait, le truc, c'est que j'étais bonne à l'école et que du coup, on m'a tout de suite poussée à faire des études scientifiques. Mes parents sont aussi scientifiques. Donc, c'était un peu l'évidence que je fasse S, ingé et tout. Donc, ça m'a un peu éloignée de ma créativité. D'accord. Et typiquement, quand j'ai voulu trouver une entreprise pour faire mes stages, j'ai tout de suite voulu aller dans la mode parce que je voulais me réconcilier avec cette part de créativité. Ouais. Et du coup, j'avais trouvé la mode comme en me disant, ok, bah, je peux être, tu vois, ingénieur méthode ou chef de produit ou quoi, en conciliant l'ingénierie, parce que j'ai quand même un côté assez rationnel, logique, cartésien, mais en même temps, j'ai aussi le côté, j'avais envie de développer le côté créa qui est aussi en moi. Et du coup, j'avais trouvé un peu ce compromis, tu vois. Voilà, et après, en fait, je voulais aller beaucoup plus dans le côté créa, et donc... Tu parlais tout à l'heure du coup, tu as dit j'ai pas encore fait de psychanalyse et on sent chez toi l'envie vraiment de te connaître profondément justement pour te sentir aligné et entreprendre tous les pans de ta vie. Est-ce que tu penses qu'un jour tu iras faire de la psychanalyse et pourquoi tu l'as pas fait enfin pourquoi tu l'as pas encore fait? Ouais, bah c'est vrai que je suis beaucoup dans l'introspection et l'envie de toujours me connaître, comprendre mon fonctionnement, ce qui marche pour moi. Je fais beaucoup d'écriture, de journaling. Et même envoyer la création de contenu, je trouve que c'est hyper introspectif. Ouais, complètement. Être entrepreneur. Ouais, être entrepreneur. C'est introspectif, c'est... Entrepreneur, ouais, moi je dis tout le temps que c'est un outil de développement personnel très puissant, immense, très puissant. Et en même temps, bah voilà, l'entrepreneuriat plus la création de contenu, en fait, tu es tout le temps en train de réfléchir à des idées où tu te racontes, du coup, tu te vois, tu analyses ce que tu as ressenti, comment tu l'as vécu. Donc je suis beaucoup comme ça, mais en même temps, j'ai pas envie d'être trop dans le côté négatif, tu vois, Ouais, d'aller trop explorer des trucs un peu... Mais de peur de trouver peut-être des traumas? Ouais, peut-être, je sais pas, mais en fait, moi je suis très... t'es portée par le côté j'apprends à me connaître pour avancer. Voilà, mais avancer. Et du coup,
pour moi, j'ai envie de me connaître, mais pour avancer. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens. Après, je critique pas du tout, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font des psychanalyses et en fait, ils repartent dans le passé. Et en fait, après, ils restent dans un brouillard du passé de en fait, il m'est arrivé ça, et nanana. Et en fait, j'ai pas envie d'être dans ce tourment, bien que ça doit être utile et que ça doit être bénéfique. Moi, en fait, je regarde tellement vers l'avant que tout ce qui est derrière moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Toi, c'est vraiment, tu t'analyses à un instant T. Mais d'un autre côté, j'avais une invitée qui disait qu'elle avait commencé la psychanalyse à partir de 18 ans, alors que ça allait bien dans sa vie, tu vois. Ouais. Alors tu te dis, bon, 18 ans, c'est parce que si elle va faire une psychanalyse, c'est parce qu'il y a un truc qui va pas, ou elle sent un décalage et tout. Et elle dit que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée, justement pour avancer. Okay. Faire des choix un peu plus en conscience, c'est pour ça que je voulais ton avis. Bah après, sûrement, hein, parce que comme je t'ai dit, du coup, dans mon enfance, j'ai fait des choix, je sais pas tu vois, quelle était l'énergie de base, donc forcément, mais après, j'en ferai peut-être une un jour. Du coup, pour reprendre le fil, on parlait donc de ce que t'aimais. Tu disais donc la partie créative que t'avais un peu mis de côté, puis après t'as essayé de les réconcilier en allant dans la mode. Comment ça s'est passé, du coup, ton premier poste dans la mode? Enfin, explique-nous un petit peu cette phase-là de ta vie. Bah moi, j'ai toujours voulu bosser... quand je suis entrée en école d'ingé, je m'étais déjà, dès le début, dit je vais bosser dans le luxe après, avec cette envie de créa et tout. Et donc, dès mon premier stage, le goal, c'était de rentrer chez Louis Vuitton, parce que c'était ma maison de rêve. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'était ta maison de rêve? Je sais pas. Vraiment iconique, Louis Vuitton. Ouais, iconique, Louis Vuitton. Mode française. J'aimais bien les produits, tu vois. Ok. Et je trouvais que c'était une belle maison. Avec des valeurs que tu partageais, ou tu t'étais pas posé la question? Ouais, pas posé la question, mais plus, je sais pas, c'était plus dans l'idée, tu vois. Je trouve ça stylé et j'aimais bien. Du coup, c'était le goal d'entrer là-bas. Et comme j'aime bien les challenges et que j'aime bien aussi réussir mes challenges, du coup, c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc, quand j'avais... C'était mon premier stage ouvrier, tu vois. Donc, je fais en deuxième année. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait rentrer dans les ateliers de fabrication. Donc, c'était au milieu de la France, à Issoudun, tu vois, à Perpète. Mais au moins, je suis entrée là-bas. Et après, du coup, j'ai refait tous mes stages là-bas. Parce que du coup, j'avais les contacts des RH et tout. Donc, j'ai fait mon stage de césure là-bas pendant 6 mois. Et après, mon stage de fin d'études pendant 6 mois aussi là-bas. Et là, j'étais au siège à Paris. D'accord. Donc hyper cool parce que, en vrai, sur le moment, je vivais quand même un peu ma vie de rêve. Tu vois, c'est rue Rivoli. Et moi, j'étais la stagiaire. Qui arrive rue Rivoli. Ouais, tu sais, je me croyais trop dans le Diable Savion Prada, tu vois. Genre, qui marchait rue Rivoli avec les sacs Louis Vuitton sous la main pour l'emmener à la styliste dans l'autre bâtiment. Et j'aimais trop, tu vois. Donc, en vrai, t'as bien aimé cette partie-là de ta vie. Ouais. En fait, c'était une super découverte. Et quand tu rentres dans le monde professionnel et que tu rentres dans une maison de luxe, c'est quand même hyper beau. Tu vois, les gens, c'est des créatifs. Enfin, tu rentrais un peu dans un imaginaire. Enfin, du coup, moi, c'était un imaginaire que je m'étais créé. Et donc, c'était cool de le découvrir. J'ai aussi beaucoup apprécié l'exigence qu'ils te demandent là-bas. Parce qu'en vrai, ça t'apprend à être hyper exigeant sur ton travail, sur ce que tu fais. Et eux, leur mantra, c'est un peu... c'est avec l'exigence que tu fais progresser les gens. Et c'est quand même une philosophie que j'appréciais. Donc, c'était dur, parce qu'on travaillait beaucoup. Mais en même temps, ça m'a beaucoup appris sur... Enfin, de toute façon, c'est la seule entreprise que j'ai fait, donc... Sur le monde de l'entreprise. Voilà. Donc, ça a été un bon début. Après, au fur et à mesure du temps, j'en ai vu les limites par rapport à ma personnalité, où moi, j'aimais bien... tu vois, j'avais envie de moi aussi d'avoir mes propres idées, de créer, de faire des trucs. Et c'est vrai que c'est quand même une grosse entreprise où t'es quand même un pion dans un écosystème. Moi, j'étais stagiaire, donc j'avais pas de proposer des idées, tu vois. Ouais. Donc, où chacun doit rester à sa place, où toi, tu peux proposer, mais pas forcément tout le monde. Ok. Donc, très vite, j'ai eu envie de plus. En fait, j'ai eu envie, encore une fois, de plus, d'impacter plus, de me challenger plus. Et donc, c'est ça qui m'a amenée vers l'entrepreneuriat. Donc, il y a un moment quand même de bascule où tu te dis je vais me lancer dans l'entrepreneuriat dans la mode, ou ça vient progressivement raconte-nous justement ce point de bascule un petit peu. En fait, il y avait déjà des graines parce que moi, j'avais fait un master entrepreneurial. Et, et en fait, à ce moment-là, j'avais... En sachant que tu allais devenir entrepreneur ou pas forcément? En fait, je me disais, ça m'intéresse, mais je me disais plus, je vais devenir entrepreneur, genre à 40 ans, tu vois. Je me disais... Comme nous tous, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire dans justement le fait d'être entrepreneur à ce moment-là? Je pense que je voyais trop le truc de girl boss, de CEO, tu crées ta boîte. Ouais, d'accord. Et même depuis toute petite, je réfléchissais tout le temps à des idées de concepts, de boîtes. Tu vois, j'ai un carnet où j'écrivais
idées de boîte. À un moment, tu sais, je voulais faire une machine qui fait des pancakes automatiquement le matin, tu vois. J'étais un peu dans un truc comme ça, de genre trouver des idées révolutionnaires. Donc j'avais toujours eu ce mindset de « Ah, on pourrait faire une boîte qui fait ça, ah, on pourrait faire une boîte qui fait ça », mais des trucs un peu genre crazy. Et en fait, j'avais fait un master entrepreneurial en me disant « Ok, genre ça m'intéresse et peut-être que je ferai une boîte à 40 ans, une fois que j'aurai fait 15 ans de carrière et que je pèterai un câble, tu vois, et que je serai déjà riche, tu vois, je me disais ça un peu. » Et en fait, donc j'avais commencé à travailler sur des projets dans mon master avec des copines, j'avais commencé à réfléchir à des trucs, mais je me disais, bon, j'ai quand même bossé chez Louis Vuitton, tu vois, je fais mon stage de fin d'études là-bas, donc si j'ai un poste là-bas, trop bien, je resterai quelques années. Sauf que le truc qui a tout changé, en fait, c'est que le Covid a éclaté pendant mon stage de fin d'études. Et donc je pense que c'est l'élément déclencheur. Et je sais pas si, s'il n'y avait pas eu le Covid, si je me serais lancée aussi jeune et aussi tôt. Oui, parce qu'au moment où tu te lances, t'as quel âge juste, dis-nous? 23 ans. C'est vraiment, Donc je suis vraiment jeune, enfin... Tu sors d'études, en fait. Ouais, je suis en dernière année d'études. Et donc, je pense pas que je me serais lancée aussitôt s'il n'y avait pas eu le Covid. Parce qu'en fait, c'était stagiaire, tu n'as pas connu le CDI, en fait. Non, jamais. Donc, en fait, le Covid arrive, et en fait, c'est là où j'ai un peu une nouvelle crise de sens, où je me dis, mais purée, là, je suis en train de vendre des sacs qui valent, des centaines, des dizaines de milliers d'euros à des gens qui sont hyper riches, alors que le monde est en train de dépérir. Et genre, quel est mon impact, tu vois, quel est le sens de tout ça? Et donc, c'est là où un peu je me dis, en fait, j'ai envie de créer un truc qui a du sens, où j'ai de l'impact, où je me sens utile. Et c'est là où je me dis, bon, bah, je lance ma boîte parce que, de toute façon, j'ai 23 ans, donc il n'y a aucune boîte dans laquelle je pourrais vraiment faire ça, proposer ça. Ouais, avoir de l'impact, en fait. Genre, en France, t'as 23 ans, bah, attends d'avoir 30 ans pour prendre Enfin, que quelqu'un t'écoute en réunion, tu vois. Ce que j'ai ressenti dans ma seule expérience de stagiaire. Et du coup, je me dis, bon, bah, personne ne me prendra au sérieux. Et il y a vraiment cette question de légitimité, où justement, je me sentais pas légitime dans une entreprise avec un cadre, avec des gens qui avaient des postes, dans une hiérarchie et tout. Et du coup, je me dis, bah, le seul moyen, c'est de créer mon propre monde dans lequel bah, ce sera moi la boss, tu vois. Et du coup, bah, mes idées auront de la valeur et je pourrais proposer. Et du coup, là, je pourrais avoir de l'impact. Et donc, c'est comme ça qu'on lance RISAP avec mon associé. Et en fait, du coup, bah, on se lance pendant le Covid. Et à ce moment-là, bah, il y a vraiment cette notion justement de sens chez tout le monde. Il y a le côté éco-responsabilité, les consciences écologiques et tout qui s'éveillent, scandale des Ouïghours qui arrive au même moment. Et du coup, il y a un peu plein de facteurs qui font que, genre, RISAP Paris, qui est une marque d'upcycling du coup qu'on crée, arrive dans un timing qui est parfait, tu vois. Et il n'y a pas trop de marques d'upcycling en plus à ce moment-là, si? Non, pas trop. Il y en avait quelques-unes, mais pas sur notre positionnement. Et surtout pas autant que maintenant. Ouais, pas sur notre positionnement, d'accord. Pas autant qu'avant et pas sur le positionnement, genre vraiment jeune. Et du coup, on arrive dans un timing qui est tellement parfait que la boîte, elle prend hyper vite. Mais plus vite que ce qu'on imaginait, tu vois. Donc raconte-nous un peu les débuts du coup de cette boîte qui prend vite. Bah, en fait, déjà, nous, on est ultra motivés. Parce que, tu sais, on a 23 ans, on sort dans l'entrepreneuriat, donc... moi, je dis toujours votre première expérience entrepreneuriale, mais vraiment, chérissez-la parce que l'énergie que tu as dans une première boîte, tu l'auras plus jamais après, quoi. Genre, l'énergie que tu as à ton premier projet, tu vois, pour moi, c'est comme un premier amour ou quoi, c'est intense, c'est intense, tu découvres un truc et tu te sens invincible et tout. Et c'est un peu la lune de miel entrepreneuriale. Donc la première année, je vis la lune de miel entrepreneuriale où genre tout est ouf et tu te sens vraiment invincible de créer des trucs. Et ce qui fait que bah, tu arrives vraiment à faire des trucs de fou. Parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout consciente de la réalité, tu vois. En fait, c'est toujours... Mais comment ça se passe concrètement, du coup? Enfin, t'as des contacts, tu pars de zéro, du coup. Donc en fait, on part de zéro. On crée un compte Instagram. Qui s'appelle RISAP Paris. Donc en plein Covid, là? Ok. Et en fait, sur compte Instagram, moi, je connaissais rien en com. T'as appris, pour le coup, tu t'es pas formée à la com, t'as appris en même temps que tu montais ta boîte, quoi. Oui, j'ai fait école d'ingé, donc personne t'apprend la com. Donc en fait, il y a le Covid, donc on se dit, bah, au début, on se dit, ok, on va faire des pop-up, on va faire des trucs et tout en physique. Covid arrive, on se dit, bon, bah, c'est impossible, le seul moyen d'exister, c'est Instagram. Donc on commence sur Instagram moi je commence en faisant des vidéos face cam en disant hello les gars, on va faire un challenge upcycling, on est tous chez nous, on va prendre des affaires dans notre chambre d'enfant et on va faire de la couture avec, parce qu'à ce moment-là aussi, tout le monde avait ressorti sa machine à coudre. Oui, il y avait un côté un peu très manuel, je m'ennuie donc je fais des activités à la maison. C'est ça. Et donc en fait moi j'anime le compte Insta en disant on va faire un challenge upcycling, tout le monde prend des vêtements de son enfance, fait de la couture avec et tout, et en fait vous m'envoyez les photos. Et moi, je les republie. Après, on fait un truc de vote. Il y a quelqu'un qui gagne.
idée qui sort du chapeau, tu vois, mais idée qui cartonne. Et en fait, pendant le Covid, on passe de 0 à 10K avec ce concept-là, tu vois. Et donc, tout le monde nous envoie des photos de leurs trucs qu'ils ont fait avec leur grand-mère, avec leur maman et tout ça. Et donc là, ça commence à prendre direct. Et en fait, il n'y a pas eu, tu vois, beaucoup de temps où on n'avait pas beaucoup d'abonnés, où c'est dur. Ouais, Très vite, on a d'accord. eu les 10K. Ouais. Et donc très vite après, quand vous avez lancé, parce qu'après j'imagine que tout se faisait en ligne, tu pouvais acheter. Enfin, comment t'as trouvé des ateliers déjà? Bah, en fait, au tout début, on vendait de la seconde main. Ok. Parce qu'au début, on se disait, vas-y, on va dans les fripes. On va d'abord juste faire nettoyer des sapes, les recoudre un peu et tout, et les revendre. Donc au début, on vendait des vêtements de seconde main en drop Instagram. Donc c'est-à-dire qu'on faisait des photos. Le soir, on disait jeudi soir, drop. On mettait sur Insta les photos. On mettait le prix dessus, genre 25 €, nanana. Les gens en MP, ils nous disaient, ouais, je le veux. Ils nous envoyaient leur adresse, on n'avait pas de site ou quoi, tu vois. Ils nous envoyaient. Mais ça, c'est vraiment le stéréotype et auquel je crois à fond, qui te dit, mais vraiment, pour monter une boîte, t'as pas besoin d'un super site internet, Ouais. t'as besoin juste de trucs en fait très concrets dont les gens ont besoin, quoi. Ouais. Au moment, comme tu dis, un peu un moment où le marché aussi en a besoin, quoi. Mais ok. Ouais, mais en trop fait, bien. t'as besoin de pas, justement, de pas savoir. Ouais. À quel Parce que point moi, je c'est savais pas. difficile. Ouais. Besoin de pas savoir et du coup d'avoir cette naïveté de dire, ah, Ouais. mais en fait, je peux juste vendre en story. Ouais. Pourquoi te prendre la tête à faire un site? Et du coup, vraiment, en fait, on faisait des drops et progressivement, on a commencé à faire des pièces un peu custom. Et progressivement, on a commencé à aller vers de l'upcycling. Et en fait, on faisait juste des drops de pièces upcycling. En fait, on avait rencontré une meuf sur Insta qui est devenue notre première couturière. On avait rencontré un gars qui avait une boutique, enfin, qui nous a présenté à une fille qui avait une boutique boulevard des Filles du Calvaire. Premier point de vente. Ouais, qui nous a laissé sa boutique pendant l'été parce qu'elle disait, ah, mais moi j'ai 2 fils, je vais partir en vacances, donc je vous laisse la boutique tout l'été. Ok. Et donc en fait, elle nous laisse sa boutique et nous on commence à vendre dans cette boutique-là, tu vois. Et à l'étage, on fait un petit atelier où on met une table avec une machine à coudre. Donc la fille qu'on avait rencontrée sur Insta, elle déménage à Paris pour nous rejoindre. Mais c'était genre, elle habite chez moi parce qu'en fait, elle n'a pas d'appart. On est dans une boutique d'une pote de quelqu'un. On fait un petit atelier à l'étage, on vend en bas. Et en fait, c'est comme ça, quoi, au début. Et on fait des pièces, on les met en vente, on voit ce qui marche pas. Et on avance comme ça. Et en fait, ça prend vite parce qu'on arrive à vendre, parce qu'on arrive aussi à raconter un storytelling sur Instagram et à engager les gens avec nous. Et donc là, tu commences à comprendre un petit peu la magie du storytelling ou tu l'intellectualises que plus tard? Non, j'intellectualise pas du tout. Ok, là, tu te dis juste, les gens, ils suivent, ils trouvent ça cool, Ouais. ils suivent. Tu te dis pas, je suis en mode storytelling, Ah, les non, gens, ils non. s'attachent à moi, les gens, ils se disent que j'ai que 23 ans, que je suis en train de faire un truc de fou. Non, pas du Ouais, tout. ok. C'était hyper intuitif. C'est après que du coup, tu t'en tires des enseignements et que, ok. Ah ouais, moi au début, je savais pas du tout. Vraiment, je l'ai fait genre, sans savoir ce que c'était le storytelling, Ouais. tu vois. Ou le personal branding. Ouais, non, pas du tout. Genre vraiment, juste en fait, on montrait les coulisses, on montrait l'histoire de la boîte, on racontait comment on vivait les trucs, tu vois. Tout ce qui maintenant deviennent des stratégies de com, Ouais. tu vois. C'est ça. Nous, c'était. Ouais, ok. Et en fait, on fait, et en fait, au bout de 6 mois, il y a Galerie Lafayette qui nous contacte pour rentrer chez eux. C'est eux qui vous contactent? Ouais. En mode bonjour. Ouais. Et nous, on est en mode what the fuck, tu vois. Et en plus, Ils c'est vous trop ont marrant. connu sur Insta. Ouais, sur Insta. Ok. Et en plus, trop marrant parce que du coup, tu sais, c'était genre, on faisait les calls dans les toilettes de la boutique parce qu'en fait, il n'y avait pas d'endroit où qui était calme et tout. Du coup, mon associée, elle fait le call dans les toilettes de la boutique avec la meuf de Galerie Lafayette. On rentre au Galerie Lafayette 6 mois après. On a une collab avec Levis qui nous appelle, pareil, qui nous dit ouais, on va faire une collab avec vous et tout. Et voilà, en fait, on n'avait que des opportunités de fou, quoi. Tu vois, alors si tu l'intellectualises et tu dis ok, comment je fais pour lancer une marque et rentrer au Galerie Lafayette, mais en fait, ça marche pas. Ou alors tu mets 1000 ans à sortir justement le concept parce que tu réfléchis trop, quoi. Ouais. Ok. Vous Tu avez été réfléchis vachement trop. dans l'action. Dans l'action et dans... Mais vraiment, on n'a pas réfléchi à une stratégie, on a juste fait. Et en fait, on était hyper excités par le projet. Et vraiment, je pense que, tu vois, aujourd'hui, on parle de manifestation, etc. En fait, je pense que nous, on était tellement dans un taux vibratoire qui était haut parce qu'on était trop excités par le projet, excités par le quotidien de putain, on est en train de créer un truc. En même temps, on s'amusait de ouf, on rigolait, etc. Que juste, on était hyper high et que ça a attiré à nous plein d'opportunités de fou, quoi. Donc en fait, voilà, c'est ça la manifestation. Et attends, et du coup, qui va être mon associé, ça vient à quel moment là Ça vient à la 3e année. Et vous y allez justement parce que vous manquiez de financement. Enfin, vous en étiez à quel moment du développement et à quel moment vous vous êtes dit ouais, c'est une opportunité de faire ça, enfin d'y aller? Ben, on était à la 3e année, donc on avait déjà monté notre propre atelier dans Paris. On avait des bureaux de 100 mètres carrés, on avait une équipe. Et en fait, on voulait passer un step. Et pareil, en fait, on postule vachement à l'arrache. Le dernier jour du casting, on fait une vidéo dans l'atelier, mais tu vois,
pareil, tu vois, qui veulent je vois trop de gens qui font des vidéos de fous. Ils font des vidéos hyper produites, nanana. Nous, vraiment, on a fait une vidéo... À l'iPhone. Ouais, avant de partir à l'iPhone en mode attends, il est 18h, il faut qu'on fasse la vidéo avant de partir. On s'est posé en mode hello, c'est nous, on a monté Rissab, c'est ça le projet et tout. 2 heures après, le mec du casting nous a rappelé en disant on adore votre profil, viens demain matin au bureau pour me passer des vêtements et je vais en parler au jury, tu vois. Donc ça a été pareil, hyper rapide. Et après, ça a été les montagnes russes, le casting, parce que tu sais, t'es pris. Après, ils nous ont sortis du casting. Après, ils nous ont remis dans le casting. Enfin, c'était un peu genre. D'accord. Les montagnes russes. Ouais. Et au final, on a su genre 3 jours avant qu'on passait vraiment dans l'émission. Ce qui est très court, parce que normalement, tu sais, 1 mois avant. Ouais, pour te préparer, parce que t'as un pitch un peu bien. Pour te préparer, t'as le pitch, t'as la valo, t'as la scéno, t'as plein de trucs à préparer. Tu vois, nous, c'est encore ça. Ça a été fast. Lundi après, on nous a dit, ça a été 48 heures pour préparer. Mercredi matin, on arrive sur le plateau. Et voilà quoi. C'était en quelle année ça? 2024. 2023. 2023, ok. Et les difficultés, du coup, qu'est-ce qui fait qu'au final, ça prend très vite? C'est des problèmes structurels, de ce que je comprends, qui font que vous devez, du coup, liquider. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre le moment, du coup, où il y a de la croissance et le moment où ça devient compliqué jusqu'à la liquidation? Bah en fait, ça prend bien. En termes d'image, on est hyper bien. Tu vois, très vite, on est connu et en même temps, après, qui va être mon associé, on est encore plus connu. Donc ça, c'est assez ouf. Ah oui, vous avez eu un investisseur, du coup, dans... On a eu des investisseurs, mais on n'a pas pris l'argent après en Ok. Mais ouais, il y avait eu Jean-Pierre Nadir, Éric Larchevêque et Delphine André qui avaient dit oui. Ok. Et en fait, après, on se retrouve un peu dans un carrefour niveau business model où en fait, on a créé trop de business models différents dans la même boîte. On faisait du B2B, du B2C, du B2B2C. On faisait de la marque blanche, on distribue à des... Et en fait, on se retrouve avec plein de business models différents. Et je pense que c'est là où c'était compliqué parce qu'en fait, on n'a pas réussi à choisir, tu vois, à se dire, OK, on prend vraiment cette direction-là. On a toujours été un peu, tu vois, en divergence de business model. Sauf qu'à un moment, il faut que tu converges vers un truc pour accélérer. Et nous, on n'a pas fait ce switch où on a dit, OK, on choisit ce truc-là et on y va à fond. Et du coup, on a beaucoup dispersé notre énergie, beaucoup dispersé notre temps. Et on a beaucoup investi sur des business models qui n'étaient pas assez rentables parce qu'on était en Made in France, upcycling, pièce unique, c'est archi pas rentable. Ouais. Et donc en fait, c'était hyper compliqué. Et après, au bout de 4 ans, avec ce rythme aussi infernal, à un moment, nous, on était épuisés en tant que fondatrices. On commençait à ramer, tu vois. En fait, on commençait à plus avoir d'énergie. Donc ça a décliné, nous les premières et la boîte avec, tu vois. Oui, parce qu'en fait, c'est très tributaire aussi des fondatrices, quoi. Ouais. Et comment, du coup, ça s'est passé? Donc, vous étiez toutes les deux. Comment vous êtes senties à ce moment-là? Enfin, vous avez pris la décision d'un commun accord Ouais. Bah, en fait, ça a été long entre le moment où tu commences à y penser. Parce au début, moi, c'était impensable. Tu vois, quand j'ai lancé cette marque, c'était en mode c'est le projet de ma vie. Ouais. Je me projetais avec pendant 10 ans, 15 ans. Donc, au début, c'était même pas une option de fermer. Et en fait, bah, progressivement, tu vois que ça devient difficile. Tu vois, moi, j'avais commencé à avoir des trous de mémoire. On commençait vraiment à douiller, quoi. Et donc, ça commence à devenir une option. Et en fait, après, on a décidé. Et après, on a un peu 6 mois où on est un peu... Est-ce qu'on va vraiment choisir de faire ça? Tu vois, c'est un peu... T'as du mal à vraiment acter la décision. Tu vois, c'est quand même dur à prendre. Ouais. Donc, il y a un peu 6 mois de flottement. On essaye un peu de revendre. On essaye un peu de voir les options qu'on a. Ouais. Et au final, jusqu'au moment où en fait, on a vraiment plus de trésor et en fait, on est en mode, bah, là, le mois prochain, on peut plus payer l'équipe. Et du coup, on dit, bon, bah, on va au tribunal de commerce. Et attends, pourquoi vous n'avez pas pris l'argent dans Qui veut être mon associé? Je rétropédale là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas intéressant parce qu'il est deal? Bah, le deal n'était pas hyper intéressant. Et surtout, après, il y avait les clauses, tu sais, les clauses pour faire le deal, elles n'étaient pas hyper intéressantes. Oh, ok. Ouais, d'accord. Tu penses que ça aurait pu vous sauver, ça? Bah Quand écoute, tu réfléchis. je sais pas. Ouais, vous n'y avez En pas fait, réfléchi. ça aurait été une autre direction parce qu'après, les investisseurs, ils nous auraient donné d'autres strates. Oui, et pour le tout. coup, peut-être qu'ils auraient décidé de converger vers un pan plutôt qu'un autre. Ok, donc du coup, vous finissez par prendre la décision. Et là, donc, tu liquides la boîte, mais là, tu es encore un peu dans l'action, du coup, j'imagine, on peut pas payer, donc il faut liquider, on va au tribunal, comme tu dis. Ouais. Et comment tu vis physiquement ce moment-là? Comment vous le vivez? Parce que vous êtes toutes les deux, mais peut-être vous le vivez pas pareil, mais comment toi, tu le vis? Bah en fait, je suis vachement en mode survie. Ouais. Parce que là, je suis vachement en mode pilote automatique. Ok. Tu vois, Fais les choses. étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, genre jusqu'au tribunal de commerce, parce qu'en fait, t'as plein de trucs à gérer. En fait, c'est aussi compliqué de fermer une boîte que de lancer une boîte. Genre, il y a plein de trucs à faire,
Administrativement. Voilà, merci. Parlant, c'est hyper lourd. Après, il y a les stocks, il y a les gens, il y a les bureaux. En fait, tu as plein de trucs à gérer. Tu as tout le monde, il faut prévenir tout le monde, tu dois prévenir tes fournisseurs. Enfin, tu sais, c'est assez lourd. Ouais. Et c'est dur émotionnellement parce qu'en fait, il y a des gens que tu plantes, tu vois. Et en fait, bah, c'est le game. Mais en fait, la première fois que je plante des gens, je suis en mode purée, je t'en veux, quoi. Donc, il y a plein de trucs que tu dois processer toi. Tu vas planter des gens, ton équipe, bah, tu vas devoir leur dire que c'est fini. Il y a plein de... C'est hyper compliqué. Donc, tu es un peu en mode pilote automatique juste pour tenir le truc et tu es en mode capitaine de navire. C'est toi qui dois quitter en dernier le navire, quoi. Donc, tu dois d'abord faire descendre tout le monde et sauver tout le monde et après, toi, tu quittes le bateau, quoi. Donc, moi, j'étais un peu en mode dans ce délire-là. Après, d'un coup, c'est le néant, quoi. Oui, tu passes de journée à 1000 à l'heure Ouais, à qu'est-ce que je vais faire du coup maintenant? ouais. Qu'est-ce que tu as le plus appris pendant cette période-là sur toi? Je pense que j'ai appris sur moi encore une fois, que j'étais capable de faire plein de choses, quoi. Qu'il n'y avait aucune limite. Quand tu dis aucune limite, parce que ça aussi, tu en parles beaucoup, mais quand tu dis aucune limite, je sais que, et c'est ce que je disais dans l'introduction, que tu as quand même un rapport à l'échec qui est différent de la plupart des gens. Parce que, et d'ailleurs, tu peux peut-être nous expliquer d'ailleurs comment toi tu vois l'échec. Ça, tu en parles beaucoup sur les réseaux, mais comment tu le vois, comment tu le perçois? Je sais que souvent tu dis qu'il faut le décorréler de la personne qu'on est. Bah ouais, Mais comment carrément. t'en es arrivé du coup à ce stade-là de réflexion, tu vois? Bah, tout un travail, mais en fait, aujourd'hui, je vois vraiment l'échec, en fait, c'est juste la fin d'un chapitre, mais le livre, il est encore long, tu vois. Hmm. Et donc, c'est pas enfin, vraiment, en fait, c'est pas la fin de tout, c'est juste la fin d'un chapitre, et tu commences un autre chapitre, et je le vois plus, en fait, comme un ensemble, et pas juste un élément, tu vois. Du coup, ça appartient à un tout, et le tout, bah, c'est ta vie, et bah, tu continues, quoi. Ouais, ouais, ouais. Genre, j'ai l'impression que les gens, ils voient l'échec, et c'est en mode, c'est tout, et du coup, c'est la fin de tout. Donc, je le vois vraiment juste comme bah, comment tu fais pour que ça soit juste ouais, un chapitre et que tu continues à écrire la suite, quoi. Et la suite, tu peux en faire un truc hyper stylé et tu continues à faire un truc hyper stylé. C'est toi qui es maître de ça. Et l'échec, en gros, moi, quand j'ai fermé RISAP, au début, je devais écrire le communiqué de presse pour annoncer à tout le monde que c'était la fin. Et j'ai écrit une première version. Je l'ai envoyé à un ami avec qui on bossait à cette époque-là et il m'a dit non mais ton communiqué de presse, on dirait que c'est la fin du monde, on peut pas publier ça. Et donc j'ai réécrit là une autre version, il m'a dit c'est encore hyper négatif, recommence. Et en fait, ce travail-là, il m'a vachement aidé parce que j'ai écrit au moins 7 fois le communiqué de presse, à chaque fois en réécrivant l'histoire pour qu'elle soit plus belle, qu'elle me serve plus, et en disant, tu vois, à la fin, au début, c'était en mode, ok, on a échoué, on est vraiment désolé, on n'a pas été à la hauteur et tout. Et la dernière version, c'était en mode, on passe le relais, on a fait un truc de fou en 4 ans, on a collaboré avec X, Y, Z, parce qu'on avait vraiment fait plein de collabs, on a recruté des gens, on a changé la vision de l'upcycling en France, on a démocratisé l'upcycling, on a fait plein de belles choses. Et l'aventure, elle a été incroyable. Et genre, nous, ça nous a fait grandir. On a vécu une aventure qui était trop belle avec vous. Et en fait, bah, juste là, on passe le flambeau aux autres acteurs de l'économie circulaire, tu vois. Hmm. Et en fait, ça m'a juste aidé à réécrire en mode, tu peux écrire l'histoire pour qu'elle te serve, pour qu'elle soit utile à la suite de ta vie et pour que, en fait, ça reste une belle histoire, quoi. Et c'est là où tu te dis que l'importance du coup des mots et de ce qu'on se raconte, alors ce qu'on raconte aux autres, mais aussi à soi-même, a son importance justement dans Bah ouais, sa façon de gérer l'échec, sa façon de gérer l'échec pour mieux avancer. ouais, bah c'est tout. L'importance des mots et du discours intérieur, enfin du discours intérieur tu parlais de journaling tout à l'heure et de ce qu'on se raconte aussi, quoi. Ouais. En fait, si t'arrive un truc, mais l'important, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Ouais. Et c'est toi qui décides. Genre, il t'arrive ça, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Genre, quelle est l'histoire que tu vas te raconter à toi-même? Quelle est l'histoire que tu vas raconter aux gens? Hmm. Et ton pouvoir, il est là. Et en fait, tu peux raconter l'histoire que tu veux. Ouais. Sans forcément camoufler la vérité. Non, en gardant la vérité. Mais en fait, c'est juste de la perspective, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et comment t'arrives à l'acquérir cette perspective? Donc là, il y avait cet ami là qui t'a mis, Ouais. qui t'a mis en regard le côté de non, c'est trop verre à moitié vide. Mais aujourd'hui, toute seule, est-ce que t'as besoin des autres du coup pour remettre les choses en perspective, ou est-ce que toute seule, t'arrives quand même à mettre du relief dans ce que tu vis et qui est pas forcément toujours positif parfois? Franchement, ouais. En fait, je suis quand même hyper optimiste de base. Mhm. Et Ça t'a été transmis ça ou tu l'as cultivé?
Les deux. Bah écoute, mon père est hyper pessimiste et ma mère est hyper optimiste. Ok. Je connais les deux. Ouais. Mais tu vois, depuis petite, je me suis créé des preuves. Et ça, je trouve que c'est hyper important, c'est de se créer des preuves, un dossier mental de preuves qui montrent que c'est possible. Ouais. Et que tu peux faire des choses qui sont difficiles et que tu peux toujours te relever et que tu peux te mettre dans des situations qui sont inconfortables et quand même avancer, progresser, tu vois. Et en fait, plus tu le fais et plus tu vois que ça marche et plus dans ta tête, ça te crée un chemin bah, tu peux faire des trucs qui sont durs, tu peux en fait tomber et te relever, tu vois. Et en fait, tu comprends aussi la vertu de l'échec quand tu la vis parce que à chaque fois que j'ai échoué, bah, ça m'a emmené encore plus haut. Donc en fait, si tu te dis, ok, l'échec, ça va me mettre sous terre et en fait, je vais jamais réussir à me relever, c'est une catastrophe et tout. Mais si tu te dis, en fait, moi, je vois l'échec comme un élément du progrès, comme un élément de la réussite, je vois l'échec comme quelque chose qui me fait progresser, bah en fait, l'échec, ça devient positif. Ouais. Après, c'est pas toujours facile à vivre. Non, c'est pas Mais facile à vivre. Ouais. Parce que moi, j'ai douillé, c'était hyper dur, c'était vraiment hyper dur émotionnellement. Il y a eu plusieurs mois où genre, enfin, j'ai mis du temps, tu vois, à processer le truc, à me dire, ok, j'ai échoué, mais c'est pas moi l'échec, à séparer ma valeur déjà de ma boîte, parce qu'à la base, j'étais très attachée, d'un point de vue identitaire, à ma boîte. Donc à me détacher de ça, à me détacher de mon échec et tout. Mais en fait, maintenant, j'arrive vachement à me dire que l'échec fait partie. De toute façon, je suis entrepreneur. Enfin, t'es entrepreneur. Pas Genre, pour réussir, c'est clair. l'échec fait partie Ouais. du chemin. Et en fait, tu t'échoues. Enfin, t'échoues tout le temps quand t'es entrepreneur. Parce que t'essayes plein de trucs. Et il y a que les gens qui n'essayent pas qui n'échouent pas. Donc en fait, plus t'arrives à échouer vite, plus t'avances vite. Ouais. Donc c'est aussi, j'ai vachement changé là-dessus sur voir les choses comme ça pour qu'elles soient utiles. Et puis après, l'autre exercice, c'est vraiment d'être reconnaissant et du coup de pratiquer de la gratitude et de la reconnaissance pour tout ce qui marche et pour tout ce que tu as déjà dans ta vie, quoi. Ouais, ça, t'arrives à le faire régulièrement, de pratiquer de la gratitude par du journaling peut-être? Ou t'as d'autres biais ou d'autres façons de pratiquer de la gratitude? Bah ouais, journaling, mais après même dans mes pensées, je me le dis Ouais. souvent, tu vois. Je me dis souvent, en fait, c'est encore une fois ce que tu te racontes à toi-même, mais moi, genre, par exemple, mon dialogue intérieur, je fais en sorte qu'il soit hyper positif. Genre vraiment, tu vois, par exemple, je sais pas, le trajet si je vais faire un trajet en vélo, bah, pendant mon trajet en vélo, je vais me répéter, genre, putain, je suis hyper reconnaissante pour ça. Je vais me dire, J'ai mes 2 jambes, il fait ouais, beau, vraiment mais est-ce que ça te demande un effort? bah, des fois, oui. Et en fait, de base, je le fais. Je me dis, Ouais. dès que je suis en vélo, tu sais, je me dis, tiens, il fait trop beau, tiens, j'habite à Paris. Genre, il y a des gens qui rêvent d'habiter à Paris, tu vois. Après, je Ouais. me dis, mais il y a des gens, genre, leur rêve, c'est d'habiter à Paris, c'est d'avoir un appart à Paris. Genre, moi, j'ai un appart à Paris, c'est ouf, tu vois. Ouais. Et tu vois, j'essaie de voir un peu plus le truc positif. Je me dis, tiens, il y a des touristes qui sont là, mais eux, ils sont là en mode, c'est trop ouf, moi, j'habite là, tu vois. Je me dis, putain, j'ai mon mec, ça se passe trop bien. J'ai mes parents, ils sont en bonne santé. Ouais. Et tu vois, tous les trucs où, en fait, tu te rends pas compte, mais en fait, le jour où tes parents ils tombent malades ou quoi, en fait, tous les jours, tu penses à ça, quoi. Ouais. Genre, moi, je suis, putain, là, ils sont en bonne santé, ils sont là. Donc, j'essaie de faire des gratitudes comme ça. Et après, aussi, de me dire des trucs en mode, plus en mode affirmation positive, mais j'essaie de me dire, je suis une fille hyper chanceuse, la réussite est facile pour moi, je suis magnifique pour tout ce qui est fait pour moi, tu vois. Et du coup, tous les jours, je nourris mon dialogue intérieur comme ça. C'est hyper intéressant et parce que ça va vraiment, tu sais, on dit souvent ce qu'on est nos pensées, donc forcément, quand on se répète des choses, on a des pensées qui sont différentes de si on faisait pas cet effort, parce que quand on fait pas cet effort, le cerveau a quand même tendance à voir plutôt les choses négatives de manière enfin, vraiment, si tu ne lui parles pas et si tu laisses traverser les pensées, il se passe quand même pas mal de choses négatives selon si tu es optimiste ou pas, mais même quand t'es optimiste, t'as quand même des fois des petites peurs qui reviennent, des trucs de ah je vais pas y arriver, ah ça aurait été mieux si j'avais fait ça, etc. Donc je pense le fait de se répéter des pensées positives, ça crée des émotions en toi Ouais. qui sont reliées directement, t'en parlais tout à l'heure, à une fréquence vibratoire, tu vois, qui après te permettent de te dire voilà tout est possible, à être à une autre fréquence et qu'il t'arrive un peu des trucs plus fous quoi. Est-ce que tu as des exemples comme ça justement, bah, tu nous en as donné un tout à l'heure, mais tu étais vraiment dans le feu du développement de ta boîte, mais d'autres exemples comme ça où tu étais dans des moments où t'allais pas forcément bien, où tu t'es repris justement et où tu as fait ce travail-là de gratitude, enfin de cultiver de la gratitude et où tu as senti vraiment qu'il se passait, enfin que tu passais
taux vibratoire qui était moins haut à un taux vibratoire plus élevé et où tu voyais que le champ des possibles s'ouvrait. Est-ce que ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est juste un sentiment ou est-ce qu'après tu l'observes quand même dans ta réalité? Je sais pas si Ouais, c'est clair. si, je l'observe dans ma réalité. Après, il y a aussi des phases de doute et des phases Bien de sûr. down, tu C'est pas vois. incompatible, hein. Ouais, ce Ouais, qu'on ouais. se dit là. Et c'est vrai que, bah, ouais, je pense qu'il y a un petit protocole pour revenir en énergie haute, quoi. Hmm. Et en fait, en général, bah, tu vois, juste aller marcher, regarder autour de toi, en effet, te remettre dans de la gratitude, mettre même une musique qui va te permettre de te sentir bien, etc. Bah ouais, il y a plein de trucs à faire pour... Je sais pas si c'était ça ta question, mais... Mais ça, c'est intéressant le protocole parce que c'est directement applicable. Du coup, pour nos auditrices, c'est applicable. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des moments, je sais pas, où il t'est arrivé des trucs de fou, des opportunités de fou et tout dans ta réalité et où tu te dis, ouais, c'est parce que justement j'étais dans cet état d'être. Ouais, je pense. Si t'as des anecdotes à nous partager. En gros, quand justement j'ai fermé RISAP, je suis partie genre 10 jours toute seule à Marseille, en mode ok, je vais couper, je vais essayer de me refocus sur moi, tu vois. Et à ce moment-là, vraiment, je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Je me disais, putain, Quelle est genre la vraiment suite? néant, quoi. Le vide. Et je savais pas du tout. Et puis, mais en fait, j'avais fait le choix de prendre soin de moi au lieu de me dire, ok, bah, je repars à fond, ou tu vois, t'es dans une sorte de panique. Vraiment, je me suis dit, en fait, tu te prends 10 jours où vraiment tu fais rien et tu lâches prise, en fait, sur le futur et sur ce qui va se passer. Et donc, j'avais fait ce choix-là de lâcher prise. Et vraiment, je passais la journée à marcher sur le port, aller à la mer. Tu vois, vraiment une slow life que j'avais pas Ouais. vécue de toute ma vie, quoi. Genre, je découvrais... La slow life. Ouais, je découvrais la life. Genre, je découvrais le fait de marcher un jeudi après-midi près de la mer Ouais. et tout, tu vois. Et je me rappelle qu'un soir, je rentre à mon appartement et je me dis dans ma tête, putain, mais genre l'univers, genre si t'existes vraiment, genre si t'es là, tu vois, genre je lui dis, genre là, j'ai lâché prise. Je lui dis, envoie-moi une quantité avant demain matin. Ah oui, donc tu times le truc. Ouais. Je mets un coup de pression. Il est 23h là, genre c'est à ce Ouais. moment-là, il est 23h et tu t'es dit avant demain 8h. Ouais. Ok. Et en fait, je me réveille le lendemain matin, il y a rien, tu vois. Et le lendemain matin, je me réveille et je me rappelle tellement de cette scène. Parce que là, je suis dans le lit et je me rappelle que je prends mon tel comme ça et que là, je vois un truc en mode euh, ambassade de France. Et moi, à ce moment-là, je me dis, putain, c'est un spam, tu vois. C'est un spam C'est ou un un prank. truc, tu vois, genre, tu sais, des fois, tu reçois des trucs en mode Ouais. gouvernement français et tout, mais c'est... Et là, je regarde ambassade de France. Et je lui ouvre le mail. Et moi, ça faisait vraiment spam, que ça faisait genre, c'était écrit en majuscule et tout. Ouais. J'ouvre le mail et là, je reçois un mail en mode bonjour, on est à l'ambassade de France, d'Arabie Saoudite et tout. On aimerait vous inviter une semaine en Arabie Saoudite pour venir faire une conférence Sur l'entrepreneuriat. payée sur la mode circulaire, etc. Et ça a commencé comme ça, du coup, ton idée de faire des conférences, ou pas? Bah ouais, Parce qu'en fait, tu t'étais même pas dit un jour je vais faire des conférences. Non. C'est ouf. Et en fait, je reçois ce mail, mais vraiment, genre, je me dis, what the fuck. Tout en sachant qu'ils connaissaient l'issue de RISAP. Bah justement, à ce moment-là, je me dis, Ça se trouve, ils savent pas. ouais, à ce moment-là, je me dis, putain, ça se trouve, ils savent pas que je Le viens de hold-up. fermer. Parce que j'avais fermé vraiment il y a 2 semaines. Ouais. Et là, je me dis, peut-être ils savent pas et tout. Du coup, bon, je réponds au mail, on prévoit un call. Et je fais un call et tu sais, j'y vais un peu en mode mitigé. Et donc, dès le début du call, je dis, bah, excusez-moi, madame, est-ce que vous savez que l'entreprise vient d'être mise en liquidation judiciaire, etc. Elle fait, ah oui, oui, mais. Nous, ce qu'on veut, c'est Ouais. l'expérience, Elle votre me dit, vision. ouais. Et en fait, jusqu'au bout, je pensais que ça allait pas se faire parce que je me disais, c'est trop ouf. Et en fait, genre, du coup, j'ai fermé RISAP et genre 2 mois après, je pars une semaine en Arabie Saoudite, genre tout frais payé en plus. Dans un bed d'hôtel avec tout un groupe de gens. Enfin, vraiment, aventure de ouf, expérience de fou. Trop bien, quoi. Et là, c'est un peu le début, du coup, de la suite. Bah, en fait, Ou c'est une expérience isolée? bah, c'est une expérience qui me remet en mouvement déjà. Ouais. Parce que je me dis, c'est la première expérience que je vis après les étapes et ça me fait me dire, ok, mais en fait, Il y a une suite. il y a une suite. Qui est belle. Et ouais, les gens vont pas t'oublier. Parce que moi, au début, je me disais, mais c'est bon, je suis plus la CEO de RISAP, tout le monde va m'oublier, les gens vont me unfollow, tu vois, fin de carrière, tu vois. Et en fait, là, je me dis, mais en fait, il y a des gens qui m'invitent encore. Ça me refait, entre guillemets, une victoire juste après la fermeture de ma boîte, donc trop bien. Et en fait, ça me remet en jambe parce que je fais ça. Juste après, je pars à Bali, 3 mois. Et ça me remet dans une dynamique. En fait, ça me redonne un peu confiance en moi, tu vois, de me dire, Ouais.
putain, il y a encore des trucs. Et je pars à Bali et je trouve des clients. Et là, je me mets dans le personal branding. Parce qu'en fait, là, les gens commencent à me dire, mais en fait, ce que tu as fait avec Chrisap, comment tu as incarné ta marque et tout, c'était ouf. Comment tu as fait? Et donc là, je me dis, bon, vas-y, je lance une offre. Personal branding, je t'apprends à incarner ta marque, à incarner ton projet, à devenir une entrepreneur visible. Et je lance ça et ça prend. Et du coup, je commence à avoir des premiers clients. Et là, je lance mon agence de personal branding, Monogram. Et puis, et voilà. Et en fait, là, je me dis, mais en fait, pareil, tu vois, en mode gratitude. Et je me dis, mais en fait, j'ai déjà mon podcast. Je l'avais déjà avant de faire Mérisap. Eh, d'accord. Donc, à quel moment tu as lancé ton podcast, d'ailleurs, ça m'intéresse? Bah, en 2023. Et tu l'as lancé en parallèle, du coup, de De ta boîte. Chrisap, Et ouais. pourquoi tu as lancé ce podcast? Bah, parce que moi aussi, j'adorais les podcasts. Ouais. Genre, je consomme de fou. Enfin, j'ai toujours consommé beaucoup de podcasts. Même, enfin, je dis ça parce que tu l'as dit en off tout à l'heure. Tu as Ouais. dit les podcasts ont changé ma vie, mais moi, ça a changé ma vie de ouf. Tu vois, c'est marrant parce que j'allais te demander, c'était une de mes questions suivantes, parce que j'allais te demander du coup comment tu te nourris et comment t'as acquis ce mindset, et est-ce que c'était par des livres, est-ce que c'était par des podcasts? Donc je comprends que c'est en partie par des podcasts, mais moi Ouais. quand je te dis que ça a changé ma vie, c'est que ça a aussi changé mon discours intérieur, tu vois. Ouais. Avant, j'ai fait en fait, moi 12 ans où j'ai bossé chez EDF, tu vois, en CDI. Donc moi le CDI, je l'ai connu, et le Ah oui. côté reconversion, et je casse un peu les chaînes de mon CDI, je l'ai vraiment connu, et j'ai vraiment connu le truc de j'ai l'impression de faire un truc où, même si j'ai pas détesté mon CDI, sinon j'y serais pas restée si longtemps, mais j'avais l'impression que ça mettait vraiment un voile et un mouchoir sur ma créativité, et où chaque fois que tu proposes, même si tu as des postes super intéressants, même si j'étais dans une dynamique où ils te font changer, tu sais, en tant que cadre de poste tous les 3 ans, donc tu as l'impression à chaque fois d'avoir un nouvel élan, je finissais toujours un petit peu par m'ennuyer. Chose que je retrouve pas pour l'instant dans l'entrepreneuriat, parce que comme tu dis, moi je trouve que c'est un formidable moyen de se développer personnellement. Mais initialement, j'avais commencé à écouter des podcasts parce que je cherchais en fait des femmes, enfin des dirigeantes, mais d'entreprises inspirantes, mais dont c'était pas forcément la boîte, tu vois. Donc j'en trouvais pas dans mon environnement, tu vois, là où je bossais avant. Je me suis mise à écouter des podcasts, et en fait très rapidement, quand j'ai commencé à vouloir écouter des dirigeantes inspirantes, ça m'a emmenée sur le terrain, tu vois, de l'entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une autre façon de travailler qui était possible en fait. Ouais. En disant, tu peux créer toi-même, comme tout ce que tu as décrit au début, tu peux créer un écosystème. Alors c'est difficile évidemment, mais tu peux imaginer des choses et les expérimenter dans la matière et t'épanouir de cette manière-là. Et ça, je t'assure, sans le podcast, même je trouvais pas des lectures qui étaient aussi puissantes que l'écoute, Ouais, moi aussi. en fait. Je pense que ça dépend des gens, tu vois. Mais, Ouais. mais moi, le podcast, ça. Comme toi, quoi. Hmm. J'ai écouté des podcasts même avant de monter Risap. Tu vois, à l'époque, il y avait Deux Family. Ouais. Il y avait un peu des outsiders comme ça qui Moi, je les ai parlaient. découverts tardivement, au final, ces Ah ouais. podcasts, tu vois. Moi, je les écoutais quand j'étais encore en école, tu Ouais, vois. ouais. Et je me souviens que même quand j'étais chez Louis Vuitton, je travaillais et j'écoutais des podcasts. Et j'écoutais à ce moment-là. Putain, c'était un podcast Social Calling, je crois, Ok. qui parlait justement d'entrepreneurs à impact. Hmm. Et donc très vite, j'ai commencé à écouter des gens qui avaient justement des parcours qui étaient différents et à me dire, purée, tu vois, ça ouvre le mindset de, putain, tu peux faire des trucs qui sont différents. Et c'est un peu des trucs qu'on t'a jamais dit à l'école, quoi. Ah bah oui, complètement. Complètement. Ouais, et du coup, t'es en mode, mais en fait, pourquoi vous m'avez jamais dit à l'école que tu pouvais monter ta boîte, que tu pouvais faire ça et tout. Et donc là, tu découvres un peu un autre monde de gens qui montent des projets, qui ont de l'impact, qui créent par eux-mêmes. Et puis après, j'ai commencé à écouter des podcasts américains. Donc là, avec qui sont encore un autre step Ouais. niveau mindset, niveau entrepreneuriat. Et j'ai l'impression d'avoir appris l'entrepreneuriat via le podcast. Et même aujourd'hui, tu vois, moi, c'est le truc que je consomme le plus, c'est le podcast. Je regarde très peu YouTube, je Ouais, moi, regarde... c'est pareil. Genre, parce que j'adore le fait de pouvoir, tu vois, marcher, être dans les transports et en même temps écouter quelque chose. Et donc, à l'époque, en 2023, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de podcasts qui montraient les coulisses de l'entrepreneuriat. Ouais. Enfin, ça montrait les coulisses, mais c'était toujours un peu glorifié, tu vois. Et moi, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, je lance notamment même mon podcast pour parler de vraiment ce que je vis avec Risap. Parce que moi, ce que je vis, c'est pas aussi glam Ouais. que ce que j'entends. Et donc, je commence à parler un peu, en fait, à documenter un peu mon parcours, à raconter ce que je vis, mes réflexions. Mais en fait, à ce moment-là, vu que j'ai Risap, j'en parle presque pas. Donc, en fait, la première année de mon podcast, il y a presque personne qui est au courant que j'ai un podcast et il n'y a pas d'écoute. Et t'avais pas d'objectif au Non. début, t'avais pas d'objectif avec Non. OK. Avec ce C'est podcast. vraiment en mode, je veux documenter. Et après, je me dis, ouais, bon, c'est des gens qui écoutent trop bien, mais en fait, j'en parlais jamais. Ouais, d'accord. Et en fait, c'est quand je ferme Risap que je me dis, mais en fait, le truc que j'adore faire, c'est le podcast. Et je l'ai déjà.
Et donc là, je lance les podcasts d'août pour la première fois. Donc, le podcast d'août, c'est un épisode par jour pendant tout le mois d'août. C'est ce qui est ouf. Ouais. Et c'est là que mon podcast marche. Parce qu'en fait, ça passe de. En fait, je fais autant d'écoutes en un mois que j'ai fait en 1 an et demi. D'accord. Tu vois. Parce qu'à ce moment-là, en fait, même il y a plein de gens qui disent « Ah, attends, mais meuf, t'as un podcast ?» Et du coup, comment t'en parles? T'en parles sur Instagram, sur tes réseaux, quoi. Ok. Sur Insta, je dis « Hello, en fait, les gars, j'ai un podcast. Tout l'été, on va se motiver ensemble. On va s'inspirer. Je vous prépare un petit programme. On va parler entrepreneuriat, Sur des mindset. thématiques de développement personnel? Non, pas que, du coup, tu dis entrepreneuriat. Ouais, bah en fait, moi, aujourd'hui, on va dire, mon concept, c'est entreprendre sa vie. Tu vois, parce que j'ai eu ma première boîte où j'entreprenais que mon business et ça m'a cramé. Parce que quand j'avais RISAP, je faisais que ça. Et en fait, j'avais mis de côté, tu vois, je me faisais plus à manger, je faisais plus de sport, je voyais plus mes amis et tout. Donc, je faisais que ça. Et en fait, aujourd'hui, je suis un peu dans un truc de. En fait, entreprendre que son business, c'est devenu archi old school. Et c'est plus du tout à la mode. Ouais. Et aujourd'hui, je suis en mode. Enfin, mon concept, c'est entreprendre sa vie en 360. Donc, sur tous les aspects de ta vie, tous les piliers de ta vie, comment tu fais pour être entreprenant partout et en fait, créer du lien entre tous ces éléments-là. Et donc, je parle aussi bien tu vois, de relations que de mindset, que de mes réflexions personnelles, que d'images. Enfin, tu vois, j'aime bien parler en 360, tu vois, avoir une vision assez holistique. Et donc, dans mon podcast, je fais les podcasts où je parle de ça. Et en fait, c'est là que mon podcast, il décolle et que ça commence à vraiment bien marcher. Et du coup, aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai mon podcast, note à moi-même. Et c'est trop bien. Tu fais des podcasts live, des fois? Ouais, je fais des podcasts live. Ouais. Je fais des événements podcasts live à Paris. Donc ça aussi, c'est trop chouette. Ça permet de voir les gens en vrai. Et c'est trop bien aussi. Et attends, juste pour revenir du coup sur le défi d'éditeur, donc là, tu es à Bali, tu commences à avoir tes premiers clients et tu lances du coup l'accompagnement, les podcasts d'août. Et les podcasts d'août, ouais. Tout ça, c'est en parallèle. Et là, tu te dis, du coup, je tire ma nouvelle idée de business et c'est ce sur quoi je vais mettre mon énergie. Ouais. Pas tout à fait. En fait, je me dis, ok, trop bien. Mais en fait, j'ai quand même 2 ans, tu vois, jusqu'à là, il y a peu de temps, où j'ai quand même l'impression d'être tout le temps en transition. D'accord. Tu vois. Parce que en fait, je suis tout le temps à la recherche de mon ancien modèle. En fait, je suis toujours à la recherche de sensations fortes. Tu vois. Et en fait, c'est ça que je dis quand je dis, ouais, il y a la lune de miel entrepreneuriale. C'est que j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, j'allais pas revivre la même chose avec mes autres projets. Et je me disais, mais en fait, si je suis pas en train d'être passionnée par mon truc, de vivre pour ça, d'être... tu vois, en fait, avec RISAP, c'était tellement intense que je recherchais ça. Et ça allait vite avec RISAP, ça allait hyper vite, il y avait plein d'opportunités, on était tout le temps, on était médiatisés, donc en fait, c'était hyper, tu vois, vraiment intense. Stimulant aussi. Ouais, stimulant. Over-stimulant, ouais. Et du coup, je recherchais ça. Et en fait, à fois, dans ton business actuel. Ouais. Et je testais des trucs et je me disais, mais c'est trop calme. Attends, vous avez quand même fait. Donc, tu as eu les podcasts. Donc, tu as eu podcast 12 combien marché. Podcast live, du coup, c'est des événements, je pense aussi. Alors, c'est de courte durée, mais qui sont stimulants. Vous avez fait le Grand Rex aussi. Ouais. Ça, c'est quand même. Oui, mais du coup, tu vois, c'est des trucs où genre, je cherche ça, tu vois. Ouais, mais voilà, après, si tu sais que tu vois, c'est dans la connaissance de toi, si tu sais que t'es comme ça, voilà. Oui. Je pense qu'il faut répondre aussi à ça. Parce que moi, je suis un peu pareil, j'adore me sentir stimulée. Je pense qu'effectivement, l'être trop, tu tombes dans un truc où tu prends moins soin de toi et où c'est fatigant et difficile à tenir sur la durée. Je pense qu'il faut quand même aussi savoir répondre à ce besoin. Et qui dit demain que tu vas pas avoir une idée de ouf, recréer un projet comme RISAP. Alors, ça sera peut-être pas de la même intensité, parce que de toute façon, tu n'auras pas le même âge et pas la même maturité. Mais moi, je pense que c'est pas impossible que dans 10 ans ou même dans 5 ans, tu aies une nouvelle idée de business et que tu ressentes un peu ce feu intérieur. Ouais, c'est clair. Mais en fait, j'ai mis du temps à me dire... Parce que là, t'as l'impression que t'es encore en transition, par exemple? Non, mais là, justement, ça, c'est ma réflexion récente en fait, switcher, de me dire, OK, c'est comme un premier amour. Tu vas pas tout le temps chercher à être dans un amour passionnel, avec tout le monde. Enfin, tu vois, avec tout le monde. Avec son temps. Tu vois, je me dis, en fait, si t'as un amour aussi qui est calme, long terme et tout, c'est bien. Et donc, il y a que récemment où je me suis dit, t'es en train de chercher un truc qui n'existe plus. Enfin, tu vois, t'es en train de chercher un truc c'est pas le bon truc, tu vois. Et donc, c'est récemment que je me suis dit, en fait, c'est bon, t'es pas en transition. En fait, ce que tu fais là, c'est que tu développes ton média, t'as moi-même, tes réseaux, tu développes ton média. Et ce média-là, moi, j'ai envie de l'emmener vers une marque, tu vois. J'ai envie après de créer une marque, un écosystème et tout. Et je développe mon agence de personal branding. Et en fait, je suis pas en transition, tu vois. Mais pendant longtemps, j'étais en mode... c'est le temps de faire autre chose. Ouais, j'avais l'impression de...
Et j'ai lancé toujours plein de trucs, tu vois. J'ai lancé Ouais. des bootcamps, j'ai lancé des one-one, j'ai lancé des accompagnements. Ouais. J'ai lancé plein de choses parce que je cherchais un peu. Je me dis, c'est quoi le truc qui va me. M'apporter cette dose d'adrénaline. Ouais. Et je trouvais jamais. Ouais. Et tu vois, donc là, maintenant, je suis en mode, ok, en fait, je veux faire peut-être un format qui est plus calme, mais qui est plus équilibré et qui va durer dans le temps. Et t'as l'impression que ça te correspond aujourd'hui? Bah, en Ou fait, ça me correspond, mais je sais que je vais remettre. Enfin, je sais que j'ai besoin, tu vois, de faire mes lives, de faire des events, de faire des trucs, tu vois. Ouais. Mais en fait, je laisse évoluer mon écosystème dans une autre direction, tu vois. Ouais. Que celle que tu avais imaginée initialement. Ouais. Demain, tu as une idée de business. Tu penses que tu continuerais cette agence de personal branding et de médias, note à moi-même? Bah, je pense que le média, c'est quand même un gros projet de cœur pour moi. Ouais. Genre le podcast, j'adore, tu Mm. vois. Enfin, comme je t'ai dit, c'est un truc qui a changé ma vie. Donc pour moi, j'ai hyper à cœur de transmettre. Ça me fait trop plaisir. Tu vois, je te dis, quand je suis arrivée ici, j'ai croisé une des auditrices dans le métro. Ça me fait trop plaisir, tu vois. Ouais. Parce que là, pour le coup, tu parlais d'impact. Là, Ouais. c'est un impact direct sur la vie des gens. Les Ouais. réflexions que tu leur partages, ça peut du coup éveiller des petites choses chez elles, Ouais. faire résonner des choses chez elles, les faire passer à l'action, tu vois. C'est ça, en fait, avoir de l'impact. C'est vraiment, elles entendent quelque chose que tu dis et elles se disent ah bah ça me fait réfléchir, ou carrément, encore mieux, ah je vais passer à l'action, ça me donne envie, Ouais, tu clairement. vois. Donc je pense à travers un média, tu peux carrément l'avoir. Ouais, clairement. Mais peut-être de manière, je vois ce que tu dis, un peu plus insidieuse, parce que tout le monde ne va pas t'arrêter dans la rue pour se dire ah ouais, Ouais. c'est incroyable, alors qu'il y en a plein qui l'écoutent en silence, tu vois. Mais ouais, franchement, si t'as la volonté de l'emmener loin, vu la vision que t'as, Ouais. même si ça se fait moins rapidement que Oui, pendant c'est un ça Covid, aussi. ou tu vois. C'est ça, mais après, je pense que le podcast, notamment moi-même, et l'écosystème que j'ai envie de créer autour, parce que j'ai aussi une vision, tu vois, de faire un livre, faire un show avec. J'adore la scène aussi, genre ça me drive de fou, donc faire Ouais, je de te la vois grave faire de la scène, scène en mode. j'aime trop, ouais. Ouais, Donc j'ai quand même ma vision, donc tu sais, je mets brique par brique ouais. l'audience podcast, l'audience Insta, LinkedIn, newsletter et tout, ça c'est mon écosystème. Et après mettre le livre, le show, après faire des produits, j'ai envie de faire des programmes audio. Enfin, tu vois, j'ai toute une vision pour mon écosystème NAM et ça va se créer petit à petit, quoi. Et toujours dans cette thématique du développement personnel ou du Euh, développement business. Entrepreneuriat, dev perso, Ouais. et je te dis avec une vision holistique. Donc ça peut m'amener sur plein de projets, tu vois. Ouais. J'aime bien aussi suivre ma curiosité, toutes mes réflexions personnelles. Parce qu'en général, en fait, on traverse tous la même chose. Donc, moi, mes réflexions, en général, elles font écho parce que si moi, j'ai réfléchi à ça, sûrement toi aussi, tu l'as vécu en tant qu'entrepreneur. Et du coup, j'ai aussi à cœur, tu vois, de faire en sorte que les gens ils se sentent moins seuls. Parce que l'entrepreneuriat, c'est hyper solitaire. Tu vis des trucs tout seul, t'as des combats internes, t'as l'impression d'être seul alors qu'en fait, on est tous pareils, quoi. Oui, bah sinon ça éveillerait pas autant d'écoute, de réaction, etc. Et du coup, comment tu prends soin de toi au quotidien? Donc, on a entendu un peu le côté santé mentale, tu vois, de ce que tu te racontais. Mais physiquement, est-ce que tu as des rituels ou des choses qui font que ça te maintient ancré? Tu vois, typiquement, je te disais, quand j'avais réussi, j'avais complètement arrêté de faire du sport, Ouais. je prenais plus tout soin de moi et tout. Et là, maintenant que ma vie est entre guillemets plus slow, même si elle reste intense, tu vois. J'ai l'impression que c'est slow, mais en fait, c'est aussi intense. Ouais. C'est que j'ai une mauvaise perception des choses. Mais je prends plus le temps, tu vois, de faire des balades avec des podcasts, justement, d'aller marcher, de me coucher plus tôt, de respecter plus mon sommeil parce que je vois à quel point Ça fait la diff. ça fait tellement la diff. Genre, mes journées, Oui. quand j'ai mal dormi, vs mes journées où j'ai bien dormi, mais genre, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc là, j'essaie vraiment de prendre à fond soin de mon sommeil. Et je me suis beaucoup plus intéressée à ma santé ces dernières années, tu vois, à mon alimentation, à la gestion du stress. Dès que je peux, je médite 3-4 minutes, mais juste pour me recalmer, me remettre dans un état un peu plus sereine. Donc je fais beaucoup plus attention à comment je me sens. Est-ce que tu as des rituels beauté? Rituel Beauté du beauté, visage. beauté du visage. Je fais des masques, Ok. des peelings, en général une fois par semaine, tu vois. Ouais, donc tu as ton petit moment à toi, un peu sacralisé, Ouais. pour prendre soin de ton visage. Et tout à l'heure, tu parlais du coup un peu du beau, et ça a l'air d'avoir une place importante dans ta vie. Pour toi, c'est quoi le beau? C'est tout ce qui te fait te sentir bien. Donc il suscite une émotion de bien-être chez toi. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves particulièrement beau?
Moi, ce que je trouve genre incroyable, c'est genre les plages paradisiaques. OK. Tu vois, genre je pourrais mourir, tu vois, pour être sur des plages D'accord. paradisiaques toutes les semaines. Et l'autre truc, c'est les gens qui croient en leurs rêves et qui donnent les moyens justement pour les Ouais. réaliser. Qui sont pas passifs, qui entreprennent leur vie, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a donc OK pour le beau et qu'est-ce qui t'émeut le plus? Mais ça peut être lié parce que c'est vrai que du coup, des gens qui entreprennent Ouais. leurs rêves, c'est aussi touchant, quoi. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te touchent profondément? Bah justement, je pense les gens qui réalisent leurs rêves. OK. Et pourquoi? Bah je trouve ça trop beau en fait, ça tu cru en toi et en fait, tu sais, c'est comme, un marathon quoi. Genre, quand tu passes la ligne d'arrivée, en fait, ça veut dire que ça fait 6 mois, 1 an que tu t'entraînes Mmh. et que là, tu as vécu un truc où tu es passé par toutes les émotions. Tu as vécu plein de vies différentes et ça a été difficile. Des fois, tu t'es senti genre hyper bien, des fois, tu as voulu arrêter, tu as voulu abandonner et en fait, c'est pareil quand tu réalises un rêve, en fait, c'est l'instant T, mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a en général, dans l'entrepreneuriat ou quoi, ça veut dire que ça fait 10 ans que tu travailles dessus. Ça fait 10 ans Ouais. que tu travailles sur ça, tu travailles sur toi, que tu as eu envie d'arrêter. Tu as tellement traversé tellement d'émotions et ça a été tellement un chemin intérieur que le jour où tu arrives à avoir ce que tu veux, c'est ouf, quoi. Ouais, ouais, même en matière de ce qu'on ressent et en Ouais. matière d'émotions. Est-ce que tu as un mantra qui guide ta vie? On choisit rarement ce qui nous arrive, mais on choisit toujours la manière dont on y réagit. Ouais, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure, c'est nous qui choisissons en fait, comment on prend les choses et la suite, de l'histoire qu'on va écrire, quoi. Quel message t'aimerais transmettre aux auditrices de Puissante? Bah, croyez en vous, prenez des risques et vivez la vie à fond parce que Elle est courte. elle est courte et il y a personne qui va le faire à votre place. Donc en fait, vivez des trucs. Enfin, l'objectif, c'est de se sentir en vie. Mmh. Donc si t'es dans un quotidien où en fait tu te sens jamais en vie, où t'es tout le temps fatigué, où il y a rien qui t'excite, bah il faut bouger. En fait, faut sortir de ça et repartir dans un quotidien où tu te sens en vie, tu te sens pleinement vivante, quoi. Moi, c'est ça que je cherche, c'est Mmh. enfin, c'est le sentiment d'être en vie, parce qu'on est des êtres humains, on est là pour se sentir en vie, quoi. Mmh. Donc en fait, enfin, va réaliser tes rêves, crois en toi, donne-toi les moyens et suis ce qui te fait kiffer aussi. Suis ce qui t'anime. C'est ça le meilleur chemin en fait. Mmh. Est-ce qu'il y a une personne, enfin une femme que tu verrais bien au micro de Puissante? Je pense à Anouk Le Terrier. OK. Tu l'as déjà interviewée? Ouais. OK, trop cool. On lui enverra l'extrait de vidéo en disant: «Voilà ce que nous a dit Mona. On va t'interviewer C'est sur elle. Puissante, c'est elle la coupable». J'ai un rituel de fin d'épisode du coup, et qui n'est pas ultra facile, mais qui consiste à te prendre le miroir, à te regarder dedans. Tu dois vraiment te regarder dedans pendant que tu réponds à ces 2 questions. La première question, c'est: qu'est-ce que tu vois? Bah, une femme courageuse. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Deuxième question, qu'est-ce que tu as envie de te dire là tout de suite et pour les prochaines années? Bah, continue de croire en toi, continue de croire en tes rêves, continue de passer à l'action et c'est ça qui va t'emmener exactement là où tu veux aller. Super, merci beaucoup Mona pour cet Merci à échange, c'était toi. trop trop cool. Merci beaucoup, on mettra où on peut te retrouver évidemment sous l'épisode du podcast. Et puis bah, écoute, à très vite, merci. Merci à toi, à très Avec vite. plaisir. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou une note. Sache que je lis et réponds personnellement à tous les messages. Je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter. C'est un espace intime, plus personnel, où je partage les coulisses du podcast, mes réflexions sur l'alignement, les choix de vie et ce qui nous rapproche vraiment du bonheur. On peut aussi se retrouver sur Instagram, je te mets tous les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de toi, c'est souvent là que tout commence.